Une figurine disparue. Une énigme en porcelaine. Quelque chose ne tourne pas rond. Bienvenue sur Minuit Mystère. Je suis votre hôte, Elias. Cette communauté d'amateurs de mystères ne cesse de s'agrandir. Dites-moi d'où vous regardez. J'ai hâte de lire vos commentaires. Commençons. C'est par un après-midi particulièrement détrempé de la fin octobre que moi, le docteur John H. Watson, me suis retrouvé une fois de plus assis en face de mon compagnon Sherlock Holmes, dans le salon familier enfumé du 221B Baker Street. Le feu claquait avec enthousiasme contre la bruine qui crépitait sur les vitres, et Holmes, ses longues jambes croisées sous lui, jouait langoureusement avec une corde de violon, son regard dérivant distraitement vers le plafond. Cela avait été une quinzaine de jours de relative quiétude, et Holmes, lorsqu'il était privé de stimulation intellectuelle, avait tendance à devenir rétif, un peu comme un chien enfermé trop longtemps à l'intérieur. Ces expériences d'analyse chimique, dont plusieurs occupaient actuellement notre table, et avaient presque désespéré Madame Hudson à cause de leurs émissions âcres, n'étaient que de piètres substituts à un cas réel. « Watson, » murmura-t-il, sans me regarder, « avez-vous remarqué la curieuse courbure de la trace de suie au-dessus de la grille ?»« Je ne peux pas dire que oui, » répondis-je en levant les yeux sans enthousiasme. « Une trace de tabac turc, poursuivit Holmes, laissée non pas par moi-même, mais par quelqu'un d'autre qui se tenait là la nuit dernière. Un visiteur maladroit, agité et très pressé. » J'ai haussé un sourcil. « Vous aviez un invité ?» Holmes décroisa les jambes et se pencha en avant, la lueur familière d'anticipation éclairant ses yeux gris. « Pas moi, Watson, vous l'avez fait. » Avant que je puisse protester, un coup sec nous interrompit. Holmes se leva d'un seul mouvement fluide et ouvrit la porte. Un homme se tenait là, trempé jusqu'aux os, tenant un paquet enveloppé dans une toile cirée. Il était âgé, peut-être dans les 70 ans, avec un front haut, des joues enfoncées et la pâleur indubitable de quelqu'un qui a subi une détresse prolongée. « On m'a dit que tu étais le seul à pouvoir m'aider, » balbutia l'homme, sa voix sèche comme du parchemin. « Entrez, monsieur, » dit vivement Holmes en le guidant vers le foyer. « Enlevez votre manteau et déposez votre colis ici, s'il vous plaît. Watson, un verre de cognac, s'il vous plaît. » J'ai accepté et l'homme l'a accepté avec gratitude, ses mains tremblant légèrement alors qu'il buvait. « Je dois m'excuser, » a-t-il déclaré, « d'être arrivé à l'improviste. Mais je n'avais personne d'autre vers qui me tourner. Je m'appelle Oswald Merrival. J'étais conservateur de la collection d'antiquités à l'Institut Haversham jusqu'à ma retraite il y a 3 ans. Un homme aux recherches érudites, acquiesça Holmes, et quelqu'un qui s'est récemment rendu chez un buraliste de King Street, à en juger par le léger arôme accroché à votre manche. Mais ne tardons pas. Qu'est-ce qui vous dérange, monsieur Merrival ?» Avec quelques hésitations, Merrival déballa le paquet de toile cirée pour révéler une petite figurine particulière. C'était une statuette d'origine indéterminée, pas plus haute qu'un verre à vin, taillée dans une pierre de couleur ivoire pâle. La forme était grossière, presque grotesque, une silhouette voûtée avec des orbites béantes, là où les yeux auraient dû être, son torse étrangement creux, comme un récipient vidé de son but. « Ceci, » a déclaré Merrival, « est arrivé. Chez moi il y a 2 jours. Aucune note, aucune explication. Simplement laissé devant ma porte en pleine nuit. Je l'ai reconnu immédiatement. On croyait qu'il avait été perdu lors de l'incendie de l'Institut il y a 15 ans. » Holmes prit délicatement la figurine dans ses mains, l'examinant à la lueur du gaz. Fascinant. Et cet intérieur creux, a-t-il toujours été ainsi? Merrival secoua la tête. Non, l'original était solide. Ceci, c'est un faux, j'en suis certain. Mais quelqu'un a fait de grands efforts pour le faire paraître authentique. Pourtant, il voulait que vous le trouviez, murmura Holmes tenant l'objet contre son oreille, comme s'il s'attendait à ce qu'il lui murmure des secrets. « Il y a plus. Dis-moi. » Merrival hésita, puis regarda vers moi et revint vers Holmes. « La nuit où il est arrivé, j'ai reçu un télégramme. Un non signé. Il disait seulement «
Celui qui ouvre le creux réveillera le silence des morts. Une menace théâtrale, songea Holmes. Et pourtant, ça t'a fait peur. Parce que, murmura Merival en se penchant, le lendemain soir, quelqu'un est entré par effraction chez moi, mais ils n'ont rien pris. Rien du tout. Pas la figurine, pas l'argenterie dans la salle à manger. Ils ont parcouru la maison en silence et sont repartis sans laisser de traces. Curieux, dit Holmes, et je pouvais voir l'étincelle familière dans son expression, dangereuse pour les oisifs, revigorante pour les engagés. Vous avez dit que la figurine originale aurait été perdue dans un incendie. Avait-elle de la valeur? Historiquement, oui, a répondu Merival. Il faisait partie de la collection étrusque, sans particularité pour un œil non averti, mais significatif pour l'inscription qui serait cachée sous sa base. Un chiffre qui, s'il était traduit, pourrait révéler l'emplacement d'une tombe sans papier. Un motif enveloppé de mystère, acquiesça Holmes. Et qui connaissait cette inscription? Seulement une poignée. Moi-même, le professeur Langley du British Museum et le conservateur adjoint de l'époque, Gerald Rutledge. Mais Rutledge a disparu juste après l'incendie. Holmes se leva et marcha lentement devant le feu, la figurine toujours à la main. Ensuite, nous avons une contrefaçon d'un artefact, perdu depuis longtemps, un avertissement énigmatique et un intrus nocturne qui ne vole rien. Dites-moi, monsieur Merival, votre conscience porte-t-elle le fardeau de questions non résolues du passé? Des secrets que vous avez gardés cachés, peut-être. Le visage de Merival rougit. Cela ne vous regarde pas. Au contraire, dit doucement Holmes, dans de tels cas, la vérité est souvent enfermée non pas dans l'objet, mais dans les vies qu'il a touchées. Le vent gémissait doucement contre la vitre, et Holmes se tourna vers moi. « Watson, je crois que cette figurine creuse est loin d'être vide. » Il le posa soigneusement sur la cheminée. « Nous commencerons ce soir. » La pluie s'était calmée au moment où Holmes et moi sortions dans le brouillard épais de Baker Street. Monsieur Merival était retourné à son logement près de Russell Square pour la soirée, après de nombreuses cajoleries et la promesse de Holmes que nous lui rendrions visite le lendemain matin. La figurine restait dans notre salon, perchée telle une sentinelle silencieuse sur la cheminée, ses yeux vides, semblant suivre chacun de nos mouvements. Alors que nous marchions côte à côte dans le crépuscule déclinant, j'ai risqué une question qui me trottait dans la tête depuis la visite du vieux conservateur. Holmes, croyez-vous vraiment que cette figurine est liée à un chiffre ou à un ancien site funéraire? Cela ressemble plus à la prémisse d'un sou épouvantable qu'à une préoccupation légitime. Holmes fit un de ces sourires secs, du genre qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Watson, la valeur d'un mystère ne réside pas dans le théâtre extérieur, mais dans les couches qui se trouvent en dessous. Un artefact contrefait livré dans des circonstances clandestines, un avertissement, anonyme et un intrus silencieux qui laisse passer de l'argent et des bijoux. Tout cela suggère une conception, pas une coïncidence. Que le chiffre soit réel ou imaginaire est secondaire. Ce qui compte, c'est la croyance qu'il détient le pouvoir. Quelqu'un le croit et quelqu'un est prêt à agir en conséquence. Nous rentrâmes chez nous, où Holmes passa une bonne partie de la soirée à examiner la figurine sous son objectif. Il ne fit aucune déclaration, mais semblait fasciné par les minuscules rayures le long du bord de sa base, qu'il traçait à plusieurs reprises avec son index. « Elle a été ouverte », murmura-t-il presque pour lui-même. « Mais pas récemment. Et pas par des moyens rudimentaires. Une touche professionnelle, quelqu'un compétent en restauration ou en contrefaçon. Et ici, Watson, regardez. Je me suis penché. Près de la base, à peine visible sans grossissement, se trouvaient 3 lettres incisées. ACF. Une marque de fabricant? Peut-être, a déclaré Holmes. Ou peut-être une signature délibérément cachée. Nous le saurons bientôt. Le lendemain matin, Holmes m'a réveillé plus tôt que d'habitude et a envoyé un mot à M. Merival. Vers 10 heures, nous étions dans un taxi en direction de l'Institut Haversham,
niché entre le remblai et un groupe de maisons géorgiennes vieillissantes. Merival nous y attendait, raide dans la cour, un parapluie à la main et un sourire nerveux. « J'ai encore les clés », a-t-il expliqué. « Les administrateurs m'ont permis de conserver l'accès à des fins de recherche, même si j'avoue que je n'y ai pas mis les pieds depuis ma retraite. » L'intérieur de l'institut était sombre et moisi, ses sols en pierre étaient froids sous nos bottes. L'odeur du temps persistait dans chaque couloir, papier vieilli, cirage et léger parfum de poussière. Merival nous a fait traverser une galerie latérale d'objets mésopotamiens, devant une aile aux volets en cours de rénovation, jusqu'à ce que nous atteignions le coffre-fort des antiquités, une chambre climatisée avec des luminaires en laiton et des portes renforcées. « C'était ici », dit doucement Merival en ouvrant la dernière porte. Le cabinet 47 abritait la collection étrusque. Après l'incendie, tout était présumé perdu ou détruit. La plupart des vitrines de cette pièce se sont effondrées lorsque le mur nord s'est déformé. La pièce était désormais vide, à l'exception de caisses recouvertes de bâches et d'un seul banc en bois. Holmes marcha lentement jusqu'au fond, où une zone de pierre décolorée marquait la zone la plus touchée par l'incendie. Il s'agenouilla puis se releva, les mains jointes derrière le dos. « Curieux, » dit-il. « Les dégâts d'incendie sont limités à un cadran. Dites-moi, monsieur Merival, qui a catalogué les pertes par la suite ? » « Je l'ai fait, » a déclaré le conservateur. « Avec le directeur de l'époque et Gerald Rutledge, nous avons répertorié chaque pièce, confirmé son état ou son absence et soumis un rapport aux administrateurs. Et est-ce que quelque chose dans ce rapport vous a semblé discutable ? » Merival hésita. Il y avait des rumeurs. Il manquait un ou deux éléments qui auraient survécu, des divergences mineures. Mais Rutledge avait déjà disparu à ce moment-là et les administrateurs étaient désireux d'éviter le scandale. « Je n'ai rien dit. J'aurais peut-être dû. » Holmes l'observa. Un homme professionnel à la conscience tranquille, trop calme peut-être. Nous nous sommes dirigés vers la salle des archives où Merival a déterré un vieux catalogue daté de l'année de l'incendie. Holmes a examiné chaque entrée avec un soin minutieux, en recoupant les numéros d'articles avec les annotations et les marquages. Finalement, il tapota une ligne en bas d'une page. « Ici, » dit-il, « objet 472B, figurine votive étrusque, pierre d'ivoire, socle endommagé, stocké pour réparation, disparu après incendie. Les initiales à côté de l'entrée, ACF encore. » Merival fronça les sourcils. Augustus Charles Fenton. Il était à l'époque le restaurateur sous contrat de l'Institut, un homme solitaire, méticuleux et très privé. Où pourrions-nous le trouver maintenant ? Il a disparu après l'incendie, a déclaré Merival, tout comme Rutledge. Pas d'adresse de réexpédition. On présumait qu'il avait émigré. Holmes ferma le registre avec un léger bruit sourd. 2 hommes disparaissent. Un objet refait surface après 15 ans. Et quelqu'un veut vous faire croire que c'est une menace. Mais pourquoi maintenant ? J'ai demandé. Holmes s'arrêta sur le seuil de la galerie. C'est là, Watson, la question clé. Nous sommes retournés à l'appartement de Merival à Russell Square juste après midi. Une petite enveloppe l'attendait, glissée dans la fente aux lettres. Il n'y avait aucun nom sur le devant. Holmes l'ouvrit sans hésitation. À l'intérieur se trouvait un seul morceau de vélin vieilli et cassant. Dessus, écrit à l'encre marron foncé, se trouvait une phrase en latin « Et les eaux des silencieux parleront, et les eaux parleront ». Le silence. En dessous, un dessin grossier, presque enfantin, de la même figurine mais avec sa cavité creuse ouverte et quelque chose qui en émerge. Un parchemin peut-être, ou une langue de feu. Holmes ne dit rien. Il étudia le papier pendant presque une minute entière avant de finalement parler. « Watson, vous souvenez-vous des codex paulins découverts en Ligurie l'année dernière ? Seulement vaguement. Un fragment mentionne un rite funéraire au cours duquel une figure votive était utilisée non seulement pour marquer la tombe, mais aussi pour contenir l'esprit du défunt. Un symbole, bien entendu, et non une croyance littérale. Mais dans certaines sectes étrusques,
On croyait que le vaisseau gardait un message destiné à être délivré seulement après la mort. Vous pensez que quelqu'un imite ce rituel? Holmes se leva. Je pense que quelqu'un construit un récit, une énigme délibérément archaïque et savante. L'un d'entre eux est destiné à provoquer la peur et la fascination dans une mesure égale, et une telle personne veut soit que M. Merival découvre une vérité enfouie depuis longtemps, ou pour l'en empêcher, ai-je terminé. En effet, et de toute façon, la prochaine étape est claire. Nous devons découvrir qui a eu accès à cette figurine ces dernières années et qui bénéficie de sa résurrection maintenant. Tandis que Holmes attrapait son manteau et son chapeau, il s'arrêta près de la cheminée et reprit la figurine. « Ce n'est pas l'objet, » murmura-t-il. « C'est l'idée de l'objet qui détient le pouvoir. Et quelqu'un joue de cette idée comme une corde de violon dans le noir. » Le lendemain, par une matinée maussade et agitée par le vent, Holmes et moi nous sommes retrouvés au bureau des archives publiques de Chancery Lane. Le brouillard était faible et amer, et les lampes à gaz projetaient des halos aqueux sur la rue comme si elles hésitaient à percer le linceul. Holmes avait insisté pour que nous commencions ici, malgré les informations limitées dont nous disposions sur Augustus Charles Fenton, le restaurateur insaisissable dont les initiales étaient apparues à la fois sur la figurine et dans les archives du catalogue de l'Institut Haversham. « Vous voyez, Watson » remarqua Holmes en examinant un grand livre relié avec une précision rapide, « disparaître est un art délicat, mais rares sont ceux qui le font complètement. L'esprit bureaucratique, aussi ennuyeux soit-il, enregistre sans relâche les moindres détails de l'existence humaine. Baux, licences, pensions, décès. Il est assez difficile de cesser d'exister sans laisser des miettes de pain derrière soi. Et pourtant Fenton et Rutledge semblent avoir fait exactement cela, dis-je, comme des fantômes qui s'évaporent dans le feu d'un scandale, ou comme des rats désertant un navire en perdition, répondit froidement Holmes. Nous avons passé la majeure partie de 2 heures à parcourir les listes municipales et les registres municipaux. Finalement, Holmes arrêta ses doigts sur une entrée. Nous y sommes. Augustus C. Fenton, répertorié comme occupant du 13 Belgrave Crescent, Wapping, vers 1890-1891. Pas d'adresse de réexpédition, pas d'avis de décès, pas d'émigration formelle. C'était juste avant l'incendie, notai-je. Holmes hocha la tête et tapota l'adresse. Voyons si le bon M. Fenton a laissé quelque chose derrière lui, à part une vie inachevée. Nous nous sommes dirigés vers Wapping en taxi, dans un air chargé de fumée de charbon et du goût aigre de la Tamise. Belgrave Crescent s'est avéré être une rangée étroite d'immeubles en ruine, chacun portant le poids du temps et de la négligence. Des enfants jouaient pieds nus dans la rue boueuse, et un chat tigré borgne nous surveillait d'un air soupçonneux depuis le rebord d'une fenêtre. L'immeuble du 13 était en demi-pension, la porte légèrement entr'ouverte. Holmes l'ouvrit sans frapper, et nous entrâmes dans un couloir moisi, étouffé par l'odeur du bois humide et des boules à naphtaline. Une plaque signalétique décolorée sur la porte du premier étage portait encore les initiales ACF. « Curieux », murmura Holmes en effaçant une pellicule de poussière sur l'assiette. « Aucun autre locataire ne l'a revendiqué. Soit la pièce est intacte, soit évitée. » À l'intérieur, l'appartement était en désordre, mais pas du genre causé par les pilleurs ou le temps. Cela donnait l'impression de quelque chose d'abandonné à la hâte. Tiroirs laissés entr'ouverts, une tasse de thé fissurée sur le sol, une couche de poussière intacte sur la cheminée, à l'exception d'un cercle propre où reposait autrefois un objet rond. Holmes se déplaça rapidement, son regard passant d'un coin à l'autre. Aucun signe de lutte, et pourtant il n'est jamais revenu. Il est parti précipitamment, mais pas de panique. Un homme qui avait l'intention de disparaître, mais qui ne s'attendait pas à être poursuivi. Il s'accroupit près du bureau et ouvrit son unique tiroir. À l'intérieur se trouvait un ensemble d'instruments délicats. Des ciseaux à lame fine, des pinceaux, des lentilles de bijoutier, tous soigneusement conservés dans un rouleau de velours.
À côté d'eux se trouvait une liasse, de papier en ruine, taché d'eau et déformé. Holmes les déplia soigneusement. « Qu'est-ce que c'est » j'ai demandé, il en a passé un. Il s'agissait d'un croquis de la figurine, de forme identique à celle qui repose actuellement sur notre cheminée de Baker Street, mais annotée de minuscules annotations en symboles latins, grecs et étrusques. Fenton tentait une traduction, a déclaré Holmes. Et plus encore, regarde ici. Il m'a tendu une autre page, celle-ci montrant la figurine ouverte en coupe transversale, révélant une chambre intérieure cachée, précisément là où se trouve maintenant la cavité. Au centre se trouvait une forme ovale, peut-être destinée à représenter un parchemin roulé ou une petite capsule. Alors la figurine n'était pas creuse à l'origine, ai-je dit. Fenton l'a ouvert, et il a probablement trouvé quelque chose à l'intérieur. La voix de Holmes était tendue par la réflexion. Mais qu'en a-t-il fait? La troisième et dernière feuille était une lettre, adressée mais jamais postée, à GR. Je l'ai. La figurine confirme tout ce que vous prétendez. Le chiffre est réel, mais il se doute de quelque chose. Nous avons eu tort d'écarter les anciens textes. Vous devez me retrouver à l'endroit dont nous avons discuté, la troisième nuit après le solstice. Apportez la clé. ACFGR, dis-je à voix haute. Gerald Rutledge. Holmes se redressa, les yeux brillants. À l'époque, les deux hommes correspondaient, peut-être même des collaborateurs. Mais que tentait-il de découvrir? Quel chiffre? Et qui souhaite maintenant le supprimer ou l'exploiter? Nous avons fouillé le reste de l'appartement, mais il ne restait presque rien d'autre. Holmes a empoché la lettre et les croquis. Alors que nous repartions dans la rue, il s'arrêta au bord de l'allée, son regard scrutant les toits et les ruelles au-delà. Quelqu'un a envoyé cette figurine à Merival pour le provoquer, mais je ne crois plus que Merival était la cible principale. Le message était destiné à être vu par quelqu'un d'autre, peut-être nous, peut-être Rutledge s'il est toujours en vie, et le moment n'est pas arbitraire. Comment veux-tu dire? Holmes m'a jeté un coup d'œil. Le solstice, Watson. Ce n'est que dans une semaine. Nous sommes retournés à Baker Street et avons trouvé Madame Hudson qui attendait anxieusement à la porte. « Vous avez reçu un appel, dit-elle. Un jeune homme, plutôt nerveux. Il vous a laissé ce mot, monsieur Holmes. » Holmes ouvrit l'enveloppe et lut son contenu à haute voix. « Monsieur Holmes, vous êtes en danger. Laissons de côté la question de la figurine. Il y a des forces que vous ne comprenez pas. Arrêtez maintenant, ou d'autres souffriront comme Fenton. C'est votre seul avertissement. Il n'y avait pas de signature. » L'écriture était irrégulière et inégale, comme si elle avait été écrite par quelqu'un soumis à une grande tension ou tentant délibérément de masquer son identité. Holmes froissa le message. « Une menace? Ou un test ?» Il s'est tourné vers moi. « Watson, cette affaire prend de l'ampleur d'heure en heure. La disparition de Fenton n'était pas un accident. Et je crois maintenant que la figurine creuse est passée entre plusieurs mains. » Avant d'arriver à la porte de Merival, il récupéra l'objet sur la cheminée une fois de plus, le tenant devant la lumière. Et si quelque chose était retiré de cette figurine, mais que quelque chose d'autre était caché en retour, je me suis rapproché. Vous pensez que la figurine contient quelque chose, même maintenant? Je soupçonne qu'il contient un mensonge, Watson. Et ceci, comme vous le savez, pèse, souvent plus lourd que la vérité. Holmes retourna à son fauteuil et croisa les doigts. Demain, nous retrouverons Rutledge, s'il respire encore. Sinon, nous devons découvrir où se termine la piste. Et remarquez-moi, elle ne se terminera pas à Londres. Le lendemain matin, l'aube était sombre et incolore, le ciel de Londres épais de brumes basses et d'un genre de froid pâle qui semblait amortir même les pensées. Au petit déjeuner, Holmes était déjà tout habillé et lisait une petite liasse de notes qu'il avait gribouillées la nuit précédente, les restes de pain grillé intacts à côté de sa tasse de thé. J'avais depuis longtemps abandonné l'espoir de l'engager dans une conversation matinale informelle au cours d'une affaire active. Lorsque les roues de la déduction avaient commencé à tourner, même son appétit, aussi formidable qu'il puisse être dans les temps morts, était subordonné à la pensée.
Le moment est venu, Watson, dit-il soudain en pliant les papiers et en se levant d'un bond, de retrouver l'homme qui a disparu 2 fois. Vous croyez que Rutledge est toujours en vie? Ai-je demandé en posant ma tasse. Je crois, dit-il en attrapant son manteau, que les gens ne disparaissent pas simplement. Ils sont cachés volontairement. Ou non, et toujours pour une raison. Rutledge a laissé une trace une fois, et peut-être que le feu l'a aidé à l'obscurcir. Mais si nous comprenons la nature de ce sur quoi lui et Fenton travaillaient, ce chiffre, ce prétendu secret funéraire, nous pouvons comprendre pourquoi cette trace devait être cachée en premier lieu. Nous avons commencé notre enquête au British Museum, où Rutledge avait travaillé brièvement comme assistant catalogueur au département des Antiquités. Le chef actuel de la section, un homme précis nommé M. Darrow, a confirmé que Rutledge faisait effectivement partie du personnel il y a environ 16 ans, mais qu'il avait démissionné dans des circonstances incertaines, avant de prendre ses fonctions à l'Institut Aversham. Il était intelligent, nous a dit Darrow, mais erratique. Enclin à des envolées de théories imaginatives, il parlait souvent de tombes cachées et d'histoires supprimées, des idées marginales avec peu de valeur académique. Nous n'avons pas découragé l'exploration, bien sûr, mais il manquait de tempérance. Et a-t-il entretenu des relations personnelles ici? Demanda Holmes. Collègue, confident? Darrow hésita. Il y en avait une, Miss Evelyn Shaw, linguiste à la division des écritures anciennes. Ils étaient proches pendant un certain temps. Elle a démissionné la même année que lui. Holmes échangea un regard avec moi. Savez-vous où elle se trouve? Je crois qu'elle enseigne maintenant dans un collège privé du Sussex, Dunwich Hall. Nous sommes partis immédiatement et sommes arrivés à la ville côtière de Dunwich en fin d'après-midi. C'était un endroit calme, balayé par le vent avec des cottages recouverts de lierre et une vue sur la mer grise du nord qui s'étendait à l'infini au-delà des falaises. Dunwich Hall se dressait au bord de la lande, un domaine reconverti qui abrite désormais un petit cercle d'universitaires et d'étudiants. Miss Evelyn Shaw nous a reçus dans son modeste bureau bordé de livres, de parchemins et de dessins d'écriture, anciennes. C'était une femme d'une 40aine d'années, avec des yeux perçants derrière des lunettes cerclées et un ton réservé qui ne cachait pas vraiment sa curiosité. « Vous êtes venu pour Gérald, » dit-elle après que Holmes nous ait présenté. Je me demandais quand quelqu'un pourrait le faire. « Vous n'avez eu aucun contact avec lui ?» demanda gentiment Holmes. « Aucun. Pas depuis l'incendie de l'Institut. Il est devenu obsédé au cours de ces dernières semaines, convaincu qu'il était sur le point de découvrir quelque chose d'important. Il a parlé de la figurine. Il l'a appelée le tombeau murmurant. J'ai dit que ce n'était pas seulement symbolique, que c'était contenu quelque chose qui devait être protégé ou décodé. Il a mentionné une carte cachée sous forme codée, mais il ne me l'a jamais montrée. « Une carte ?» répétai-je. « Vers un tombeau ?» C'est ce qu'il croyait, répondit Miss Shaw. Il traduisait des fragments de ce qu'il croyait être un texte funéraire étrusque, très ancien, pour la plupart perdu. Fenton l'a aidé. Ils se disputaient constamment, mais ils avaient besoin l'un de l'autre. Gérald pensait que la figurine avait été modelée d'après les vases gardiens décrits dans le texte. Il croyait que la figurine était une clé. Holmes se pencha en avant. « Mademoiselle Shaw, je ne demande pas à la légère. Avez-vous des notes? Quelque chose qu'il a laissé derrière lui ?» Elle hésita, puis se leva et se dirigea vers une armoire verrouillée. Elle en récupéra un mince dossier en cuir, craquelé et cassant avec le temps. Ceux-ci m'ont été envoyés par courrier des semaines après sa disparition. Aucune adresse. De retour, je les ai gardés cachés. Nombreux sont ceux qui les licencieraient ou les convoiteraient. Holmes ouvrit le dossier sur son bureau. À l'intérieur se trouvaient des croquis et des notes remarquablement similaires à ceux trouvés dans l'appartement de Fenton, mais plus élaborés. La figurine était à nouveau représentée en coupe transversale,
avec sa cavité creuse détaillée en relief plus fin. Mais c'est la dernière page qui attira toute l'attention de Holmes. C'était un frottement, peut-être à l'intérieur de la figurine elle-même. Les marques étaient infaibles, mais indubitables. Une série de formes imbriquées qui semblaient, au début aléatoires, jusqu'à ce que Holmes fasse tourner la page. « Watson, souffla-t-il, le voyez-vous ? Il m'a passé la page. » Sous le nouvel angle, les symboles formaient le contour d'un terrain. Des vallées, des lignes de crête et un léger croissant qui aurait pu représenter un coude de rivière ou une crique. Près du coin supérieur, un symbole était marqué, avec une clarté délibérée, un triangle inversé flanqué de 2 points. « Une pierre tombale », murmura Holmes. « Ou peut-être une entrée de tombeau. » Miss Shaw baissa la voix. « Il y a une étendue de campagne à l'ouest de la lande, près des ruines d'un ancien avant-poste romain. Un jour Gérald m'y a emmené et m'a dit qu'il croyait que quelque chose se cachait en dessous, un endroit plus ancien que les Romains, mais il craignait d'attirer l'attention. Il a dit « Les morts ne se taisent que lorsqu'ils sont laissés seuls. » Holmes ferma le dossier et croisa son regard. « Et il a disparu peu de temps après ?»« Oui, » dit-elle. « Et Fenton quelques jours après lui. » Holmes se leva. « Alors nous devons aller aux ruines. » Avant de partir, Holmes a soigneusement tracé la carte et les frottements des symboles. Le voyage vers l'ouest à travers la lande a duré moins d'1 heure, et Miss Shaw nous a guidés à travers les broussailles et les pierres jusqu'à une colline oubliée surplombant les falaises. Là, au milieu d'un enchevêtrement de ronces et de pierres éparses, gisaient les restes d'une structure effondrée, peut-être romaine, peut-être plus ancienne. Le vent hurlait à travers le creux, avec une inquiétante persistance. « Ici, » dit Holmes en s'arrêtant près d'une arcade brisée. La roche, sous ses pieds, portait des traces de perturbation, sol récemment renversé, légères traces de bottes. « Quelqu'un est venu ici récemment, » marmonna-t-il. Il s'agenouilla et écarta les graviers. En dessous, une dalle de pierre circulaire émergeait, légèrement gravée du même triangle inversé flanqué de 2 points. « Watson, » dit-il, la voix froide. Ce n'est plus théorique. Soudain, un léger bruissement derrière nous. Nous nous sommes retournés. Une silhouette se précipita à travers les sous-bois, grande, masquée et rapide. « Arrêt !» cria Holmes, mais la silhouette disparut dans le crépuscule grandissant. Miss Shaw était pâle. « Quelqu'un nous a suivis. »« Oui, » dit Holmes sombrement. « Quelqu'un qui a peur de ce que nous pourrions découvrir. » Il baissa les yeux sur le symbole sous ses pieds. « Ce n'est plus une énigme du passé, Watson. C'est une course dans le présent, et nous sommes déjà en retard. » Le vent s'était accentué au moment où nous revenions de la lande, mordant et agité, chuchotant à travers les pierres effondrées, avec un ton presque trop précis pour être une coïncidence. Holmes avait peu parlé pendant notre retraite, hors des ruines, même si je pouvais voir à la ligne fixe de sa mâchoire et à la façon dont il tenait le tracé du symbole que son esprit travaillait furieusement. Miss Shaw, si secouée qu'elle fût, avait insisté pour qu'elle puisse retourner, seule à Dunwich Hall, et Holmes l'autorisa, mais pas avant de l'avoir gentiment averti de rester à l'intérieur et de ne parler de notre visite à personne. « Je ne pense pas que notre poursuivant avait l'intention de nous affronter aujourd'hui, » dit-il une fois qu'elle fut partie, « mais je ne pense pas non plus qu'il ou elle tiendra la main plus longtemps. Vous pensez que celui qui nous a suivis est la même personne qui vous a menacé à Baker Street. Ai-je demandé alors que nous descendions la pente bruyère, les lumières de la ville côtière vacillant bien en contrebas. « Je crois que nous sommes surveillés, certainement, » a répondu Holmes. « Et plus encore, nous sommes en troupeau. Chaque pas que nous faisons, chaque indice révélé, peut faire partie d'un modèle plus vaste que nous n'avons pas créé. Nous sommes rentrés à notre petite auberge près de Dunwich, peu après la tombée de la nuit. Holmes a passé la soirée à se pencher une fois de plus sur les frottements et les croquis, les redessinant à plusieurs reprises, sous différents angles. À un moment donné, il a même brandi le journal devant la cheminée, marmonnant à propos de codes superposés et de triangulation romaine.
Enfin, il se leva brusquement et enfila son manteau. « Viens, Watson, je dois tester une théorie. »« À cette heure ?» ai-je demandé en regardant vers la fenêtre, où le brouillard défilait comme des vagues fantomatiques. « Il y a quelque chose enfoui sur ce site, j'en suis sûr, a-t-il déclaré. Mais pas seulement sous la pierre. Perception. Celui qui a planifié ce projet, que ce soit Rutledge, Fenton ou un tiers, comptait sur nous pour intérieur, à travers le langage et les traditions. Mais la vérité, je suppose, est vers l'extérieur. Spatial. Et ainsi, pour la deuxième fois de la journée, nous sommes retournés aux ruines. La lande avait changé au fil des heures depuis que nous l'avions quittée. Le brouillard était plus épais, plus bas, agrippant nos jambes comme des doigts, alors que nous retournions vers la structure effondrée. Holmes portait avec lui une lanterne et une petite mallette d'instruments, tandis que j'apportais mon revolver, même si je priais pour que nous n'en ayons pas besoin. Le site était immobile et silencieux, à l'exception du lointain déferlement, des vagues en contrebas. Holmes n'a pas perdu de temps. Il se déplaçait de pierre en pierre, utilisant de la craie pour marquer les angles et les lignes, s'arrêtant fréquemment pour aligner les gravures avec l'horizon. « Watson, dit-il, aide-moi » à soulever à nouveau cette dalle. Ensemble, nous avons écarté le marqueur circulaire avec le triangle inversé. En dessous, au lieu de terre, se trouvait quelque chose d'inattendu. Un carré de métal lisse, terni mais incontestablement fabriqué par l'homme. Il n'avait ni poignée, ni charnière, mais une dépression circulaire au centre. Holmes a sorti la figurine creuse de son manteau. « Vous l'avez apporté avec vous ?» ai-je demandé avec surprise. « Intuition », dit-il brièvement en s'agenouillant à côté de la dépression. Il inséra la base de la figurine dans la dépression. Ça a cliqué. Un sifflement de pression relâché résonna faiblement dans la nuit, puis le silence. Pendant un instant, rien ne s'est passé. Puis, lentement, le panneau carré de métal s'ouvrit, révélant un puits étroit descendant dans l'obscurité. « Une chambre cachée », soufflai-je. « Un coffre-fort », a déclaré Holmes. Et, si ma théorie est correcte, elle n'a pas été abordée depuis des décennies, voire jamais. Nous sommes descendus avec précaution. Un petit escalier de pierre usée menait à une chambre souterraine, pas plus grande qu'un modeste salon. Holmes leva la lanterne. Sa lueur révélait des murs couverts de pictogrammes, étrusques, présumai-je, bien que décolorés par le temps. Au fond de la pièce se trouvait un piédestal en pierre. Sur elle reposait une deuxième figurine, de forme identique à celle que Holmes avait portée, mais faite de marbre noir, sa cavité étant scellée avec du plomb. Holmes s'en approcha, avec révérence, passant ses doigts le long de sa base. « C'est l'original », a-t-il déclaré, « celui perdu dans l'incendie, ou caché. » Alors qu'en est-il de celui envoyé à mes rivales? Un faux, oui, dit Holmes, mais un guidage falsification, conçu pour nous conduire ici. Mais par qui et dans quel but? Avant que je puisse parler, un son résonna d'en haut, le brusque frottement d'une pierre. Holmes se figea. « Quelqu'un ferme l'entrée. » Nous nous sommes retournés et avons couru jusqu'à la base du puits. Mais il était trop tard. La plaque de métal au-dessus s'était refermée, nous enfermant à l'intérieur. Pendant un moment, nous restâmes silencieux, dans un air proche et lourd. Puis Holmes s'est tourné vers moi. « Eh bien, Watson, il semble que nous soyons tombés dans le piège. Vous soupçonniez que cela pourrait arriver, » dis-je en resserrant ma prise sur la lanterne. « Je crains... » « C'est possible, » corrigea-t-il. « Mais j'avais espéré que notre poursuivant retarderait encore une nuit. Peu importe. » Il commença à faire le tour de la pièce, examinant les murs et tapotant doucement à intervalles réguliers. J'ai aidé là où je pouvais, vérifiant la base du piédestal et remarquant un petit tas de fragments d'os près du mur. Un animal. Présumai-je, même si je ne pouvais pas en être sûr. « Holmes, dis-je, si c'est un tombeau. » « Ce n'est pas un tombeau, l'interrompit-il. C'est un leurre. » Il s'arrêta devant un mur dont le plâtre avait été brisé puis repeint grossièrement. Il l'a arraché avec la pointe de sa canne, révélant un creux derrière. À l'intérieur se trouvait une cavité étroite.
juste assez grande pour contenir un tube de parchemin en cuir, scellé avec de la cire et estampillé d'un sceau qu'aucun de nous ne reconnaissait. Holmes l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un seul parchemin, recouvert d'une écriture chiffrée, inconnue, en boucle et indéchiffrable au premier coup d'œil. « C'est la clé », dit-il doucement. « Pas vers un lieu de sépulture, mais vers un message. Un message qui n'a jamais été destiné au monde d'en haut. » Pendant qu'il parlait, nous avons entendu un autre son, doux, métallique, délibéré, un grincement d'engrenage. Puis l'assiette au-dessus de nous a commencé à s'ouvrir. Une silhouette apparut au bord du puits. Masqué, le visage masqué, tenant une lanterne. « Vous étiez censé le trouver », appela la voix. C'était un homme confiant mais méconnaissable. Mais tu n'étais pas censé partir. Il laissa tomber quelque chose, une petite pochette, et se retira. Holmes l'a compris. À l'intérieur se trouvaient 2 éléments, une deuxième page chiffrée et une clé. Pourquoi, je me demande? J'ai demandé. Passons à l'étape suivante, a déclaré Holmes. Ce n'était pas le but, Watson. C'était seulement le but. Début. Nous sommes sortis de la chambre quelques minutes plus tard, le puits s'étant rouvert par une séquence mécanique, dépassant notre entendement. Le personnage avait disparu, mais le message scellé, mystérieux et intact de la lumière depuis des décennies était désormais en notre possession. Holmes se tenait au sommet de la colline et regardait le brouillard, sa silhouette se détachant sur l'aube grise. « Celui qui nous guide, dit-il doucement, sait exactement comment nous pensons, et il nous guide avec une précision exquise. Et ne nous contentons-nous pas de danser sur leur air ?» Holmes se tourna, les yeux brillants. « Pas pour longtemps, Watson. Le chasseur doit croire que sa proie est docile. Mais tout prédateur finit par l'oublier. Certains lapins mordent. Nous rentrâmes à Londres sous un ciel inhabituellement lourd, les nuages gonflés et bas, menaçant d'orage à chaque gémissement, du vent à travers les cheminées. Holmes resta inhabituellement silencieux pendant la majeure partie du voyage, en train depuis le Suffolk, ses doigts tambourinant à un rythme régulier contre l'étui en cuir contenant le parchemin chiffré et la clé mystérieuse laissée tomber par le personnage inconnu. Je me suis abstenu de le presser de questions, sachant pertinemment que son esprit effectuait les acrobaties silencieuses de la déduction, et que tout ce que je lui proposerais serait balayé comme la poussière d'une lame de microscope. Ce n'est que lorsque nous sommes rentrés dans la chaleur familière du 221B Baker Street que Holmes a repris la parole. Il avait enlevé son manteau et était déjà au manteau, comparant la figurine en marbre noir récupérée de la voûte souterraine avec le faux briquet que nous avions emporté dans les ruines. « Notez la différence dans le savoir-faire, dit-il, en tenant chacun sous la lampe à gaz. L'original a été sculpté avec respect. Observez le poli plus doux, la symétrie précise de la chambre creuse et la gravure plus fine autour de la base. Une inscription presque complètement usée, mais encore partiellement lisible avec un verre. Il fit une pause, appliquant une goutte d'alcool d'agrumes pour nettoyer la surface du marbre, puis sortit sa loupe. On y lit. Il parlera en silence, entre des mains indignes. Celui qui est silencieux parlera par des mains indignes, ai-je traduit. Une épitaphe appropriée pour un message caché dans l'obscurité, murmura Holmes. Mais quelles mains, je me demande, sont jugées indignes? Il posa les figurines de côté et étala le parchemin chiffré et son jumeau sur la table. Les pages, bien que vieillies, étaient en excellent état, écrites dans une écriture grasse et en boucle que je ne reconnaissais pas immédiatement. Holmes, cependant, alluma une deuxième lampe, apporta un volume de référence et commença à faire correspondre les personnages en succession rapide. « Watson, as-tu déjà étudié le linéaire B? Je n'en ai entendu parler qu'en passant. Mycénien, n'est-ce pas? Grec en quelque sorte? Oui et non. Il s'agit d'une écriture syllabique de l'âge du bronze, largement décodée. Mais ce que nous avons ici n'est pas purement linéaire B, c'est un hybride. Quelqu'un avec une profonde maîtrise de la construction linguistique a développé un chiffre basé sur le chevauchement phonétique,
des racines étrusques adaptées aux formes mycéniennes qui sont ensuite restructurées à travers la syntaxe latine. En d'autres termes, dis-je sèchement, celui qui a écrit ceci souhaitait que quiconque ne soit pas aussi brillant que vous ne le lise. L'expression de Holmes se contracta brièvement d'amusement. La modestie interdit l'accord, mais l'effort ici est indéniable. Ce message n'a jamais été destiné à des mains communes. Et pourtant, il retourna la deuxième page et la plaça à côté de la première. Les caractères se sont réalignés. Certains symboles forment désormais des flèches pictographiques, d'autres des marqueurs numériques. « Une carte », murmurai-je. « Une deuxième carte ?»« Coordonnée », a déclaré Holmes, mais pas dans l'espace, dans séquence. Il ne s'agit pas d'une carte d'un lieu, mais d'une carte d'un processus, un rituel, une récréation. J'ai regardé les pages avec un malaise naissant. Quel genre de rituel? Il resta silencieux un moment avant de répondre. Une reconstitution, d'un rite ancien. L'objectif était de transmettre des connaissances, non pas par la parole ou l'inscription, mais par expérience. Ces chiffres forment des instructions. Je soupçonne qu'ils amèneraient à créer une représentation physique, peut-être une sculpture, peut-être une séquence d'action ou même une chambre construite. Dans quel but? Pour déverrouiller le message qui était jamais écrit. Un message connu uniquement de ceux qui comprennent les symboles comme des êtres vivants. Holmes fit une pause, jetant à nouveau un coup d'œil vers les figurines. Et quelqu'un a déjà commencé le processus. Un coup sec interrompit nos sombres méditations. Madame Hudson passa la tête quelques instants plus tard. « Un visiteur pour vous, monsieur Holmes », a refusé de donner un nom, mais a insisté sur le fait que l'affaire était urgente. Holmes hocha la tête. « Envoyez-le. » L'homme qui entra était maigre, avec des yeux larmoyants et une barbe soigneusement peignée, devenue à moitié grise. Son manteau était effiloché au poignet, et il tenait un chapeau écrasé entre des doigts nerveux. Holmes se leva lentement. « Gerald Rutledge, je présume. » L'homme eut un léger sourire triste. « Vous êtes encore plus effrayant et précis qu'ils ne le prétendent. » Je pouvais à peine cacher mon étonnement. « Mais vous, monsieur Rutledge, on vous croyait mort. Disparu depuis l'incendie. » Il hocha la tête. « C'était l'intention, je devais disparaître. J'avais commencé à apprendre des choses qui n'auraient pas dû être possibles. » Holmes lui fit signe de s'asseoir. « Commencez par le début, s'il vous plaît. » Rutledge l'a fait. Ce qui a suivi était une histoire à la fois révélatrice et tragique. Lui et Fenton avaient en effet découvert la figurine originale parmi les objets endommagés lors de l'incendie de l'Institut. Mais plutôt que de le cataloguer pour le conserver, ils l'avaient caché. Fenton, convaincu qu'il correspondait à une référence obscure dans un ensemble de rouleaux étrusques non traduits que Rutledge avait étudiés. Ils avaient secrètement travaillé au décodage de son objectif et avaient finalement réussi à ouvrir la cavité scellée. À l'intérieur se trouvait une bande de parchemin étroitement pliée et un fragment d'obsidienne portant des marques gravées ressemblant à celles que nous avions trouvées dans la tombe. Mais une fois ouvert, la signification de l'artefact et l'obsession qu'il suscitait semblaient s'approfondir. Rutledge devint de plus en plus convaincu que l'objet faisait partie d'un tout plus vaste. Fenton, de plus en plus paranoïaque, a commencé à sculpter une réplique et à cacher ses progrès, même à Rutledge lui-même. Et puis l'incident. « Je suis arrivé un matin et j'ai trouvé Fenton parti », a déclaré Rutledge, la voix légèrement tremblante. Aucun signe d'effraction, pas d'adieu, seule la réplique sur la table et le parchemin ont disparu. « Et toi ?» demanda Holmes. « Pourquoi rester caché ?»« Parce que j'ai reçu un message, » a déclaré Rutledge en sortant une enveloppe délavée. Il l'a remis à Holmes. Holmes le lut en silence. J'ai vu son front s'assombrir alors qu'il me le passait. Vous avez débloqué le silence. D'autres ont entendu. Le gardien n'est pas content. Vous devez disparaître, sinon vous serez également réduit au silence. Ne revenez pas à la figurine. N'en parlez pas. Le sceau a été brisé une fois. Il ne faut plus le briser.
Le gardien. J'ai fait écho. Une fiction, dit Holmes, même si son ton manquait de sa conviction habituelle. Un mythe créé pour protéger une vérité, mais la fiction a du pouvoir lorsqu'on y croit. Rutledge leva les yeux suppliants. Je ne sais pas qui a envoyé l'avertissement, mais cela a suffi. J'ai fui, je me suis caché, j'ai vécu sous de faux noms pendant des années. Mais quand j'ai appris que mes rivales avaient reçu la figurine, j'ai su que ça avait recommencé. Holmes se leva et commença à faire les 100 pas. Quelqu'un a reconstruit le chiffre. Quelqu'un a utilisé la réplique de Fenton pour commencer la séquence. La contrefaçon n'était pas simplement un message, c'était un message. Mécanisme. Un déclencheur pour faire sortir les personnes impliquées, pour voir qui était resté. Mais pourquoi maintenant? J'ai demandé. Parce que quelque chose est fin, Watson, ou début. Cette clé, dit Holmes en désignant l'objet en fer déposé sur la tombe, correspond à une serrure qui n'a pas encore été révélée. Et ce chiffre nous conduit à un processus qui ne pourra être achevé que si nous complétez-le. Il se tourna vers Rutledge. Vous êtes venu ici parce que vous aviez peur d'être découvert, mais la découverte est peut-être la seule protection désormais. Rutledge se leva lentement. Alors aidez-moi, monsieur Holmes. Aidez-moi à terminer ce que nous avons commencé avant que cela ne se transforme en quelque chose de plus sombre. Holmes hocha la tête une fois. Nous le ferons. Mais pas ici. Trop d'yeux à Londres maintenant. Nous allons dans le Yorkshire demain. Il y a une abbaye là-bas, abandonnée, isolée. Elle correspond au marqueur de terrain du 2e chiffre. Et je crois qu'elle contient la prochaine phase de ce mystère. Je l'ai regardé. Un autre site, une autre chambre, dit-il, ou un autre piège. Quoi qu'il en soit, la seule façon d'avancer est de passer par là. C'est sous un ciel gris, ardoise striée de nuages qui s'éclaircissent, que notre train s'est arrêté dans la gare balayée par les vents de Hawthorne Moor, un hameau clairsemé et solitaire accroché à la limite nord du Yorkshire. Alors que Gerald Rutledge voyageait sous la protection de Holmes et qu'aucune annonce de notre destination n'était faite à personne d'autre, nous avons débarqué sans fanfare, les seuls voyageurs sur une plateforme surveillée par un porteur solitaire et une volée de corbeaux sur roues. L'abbaye, notre destination, se trouvait à environ 6 kilomètres à l'est du village, nichée au milieu d'une lande vallonnée où la bruyère poussait à l'état sauvage et où le vent cessait, rarement son chant lugubre. Selon les notes de Holmes et les alignements de terrain du chiffre, les ruines de l'abbaye de Greystone étaient restées abandonnées pendant plus de 2 siècles, ses derniers occupants monastiques chassés lors de la dissolution. Le temps l'avait fait tomber dans l'obscurité. Les contes locaux, partagés à voix basse à la taverne la nuit précédente, parlèrent de hantises, de lumières étranges et de personnages vus marchant au crépuscule, là où aucune âme ne devrait se trouver. Parfait, avait déclaré Holmes avec une sèche satisfaction. Nous sommes arrivés à pied en milieu de matinée, l'air étant chargé d'odeurs de mousse humide et de pierres anciennes. L'abbaye s'élevait de la lande comme un squelette du passé, des cloîtres voûtés désormais ouverts sur le ciel, des murs fendus par le lierre et de grandes charnières de fer rouillées sur des portes qui ne bougeaient plus. Pourtant, il gardait une étrange gravité, un calme né non pas de la paix, mais d'un long souffle retenu. C'est l'endroit idéal, a déclaré Holmes, examinant le site avec les yeux plissés. Le cadran et s'aligne précisément sur le diagramme final du chiffre. Regardez là-bas, près de l'abside de la chapelle. Les 3 pierres dressées disposées en croissant. Rutledge hocha lentement la tête. Nous avons trouvé des formations, similaires dans les textes plus anciens, des marqueurs rituels, des points de triangulation destinés à puiser l'énergie ou du moins la croyance en celle-ci. Holmes se tourna vers moi. Watson, examinez la base de la pierre centrale. Il devrait y avoir une marque, 2 points à côté d'un triangle inversé. Je l'ai fait en éliminant le lichen et la crasse. C'était là faible mais indubitable. Exactement comme avant, confirmai-je. Holmes sortit la clé de fer de son manteau et s'agenouilla devant la pierre. Derrière le marqueur se trouvait une dépression peu profonde,
Presque invisible à moins qu'on ne la cherche, il inséra la clé dans la rainure et se tourna. Il y a eu un déclic, un broyage de mécanismes invisibles. Puis avec un grand soupir d'air déplacé, la pierre à côté d'elle glissa sur le côté, révélant un escalier étroit descendant dans l'obscurité. Holmes alluma sa lanterne. « Allons-nous » Rutledge hésita sur le seuil. « J'ai le sentiment que nous sommes surveillés. »« Sans aucun doute, » m'a déclaré Holmes, « mais il vaut mieux être observé d'en haut que suivi dans le noir. » Nous sommes descendus. Le passage menait à une chambre souterraine comme je n'en avais jamais vu auparavant. Contrairement à la voûte rudimentaire située sous le tombeau du Suffolk, cette chambre avait été taillée avec un savoir-faire délibéré. Des murs en pierre lisse, des arcades incurvées et en son cœur, un espace parfaitement circulaire bordé de niches. Au centre de la pièce se trouvait une estrade en pierre, au sommet de laquelle reposait ce qui semblait être une mosaïque, un motif en forme de soleil formé de petits carreaux d'obsidienne. « Le cercle des cendres », murmura Rutledge. « Cela existe. Je pensais que c'était seulement symbolique. » Holmes s'avança et examina les carreaux. Pas de cendres, mais du verre volcanique, de l'obsidienne, oui. Chaque carreau est gravé d'un symbole différent. Il passa ses doigts dessus, s'arrêtant sur un en forme de sceau gravé sur le sceau de cire du rouleau chiffré. « Là, dit-il, la marque d'origine. Le chiffre parle de séquence. Peut-être que ces tuiles sont censées être activées dans un certain ordre. » Rutledge s'agenouilla à côté de lui, époussetant la poussière sur les bords du motif. Les instructions contenues dans le parchemin faisaient référence au chemin du silence et à l'éveil par la fracture. Cela peut être une métaphore, ou cela peut signifier que nous devons casser le modèle. Holmes se tourna vers moi. Watson, de la pochette extérieure, le petit maillet, s'il vous plaît, scandait lentement, formant un puits peu profond à l'intérieur duquel se trouvait un seul objet. Une capsule de pierre scellée, dont la surface est gravée de la même écriture chiffrée en boucle. Holmes l'attrapa. « C'est cela, » a-t-il dit. « C'est ce que la figurine a été conçue pour protéger. » Avant qu'il ait pu le soulever, un bruit soudain éclata d'en haut. Des pas, plusieurs. Des voix, basses, masculines, urgentes. Holmes jeta un coup d'œil aigu à Rutledge. « Nous avons été suivis. » Une silhouette apparut en haut des marches, rétroéclairée par la lumière d'une lanterne. Un autre suivit, puis un troisième. Tous masqués, tous cagoulés. L'homme central s'avança. « Nous vous avions prévenu, » a-t-il déclaré. « Mais vous n'avez pas écouté. » Holmes se leva lentement. « Alors peut-être écouterez-vous-nous. Qui es-tu » L'homme a retiré sa capuche. Son visage était mince et profondément ridé, avec des yeux bleus perçants enfoncés dans des creux d'ombre. « Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le silence. Vous l'avez brisé. » Rutledge s'avança, la voix ferme malgré le tremblement qui y régnait. Il le fallait. Cette connaissance, cette vérité appartient à l'histoire, pas aux ombres. La lèvre de l'homme se retroussa. L'histoire oublie pour une raison. Holmes leva la main. Assez d'énigmes. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de cette capsule? Que protégez-vous? L'homme s'inclina légèrement. Rien, monsieur Holmes, une idée. Et une idée, une fois libérée, ne peut plus être enterrée. D'un geste brusque, il fit signe à ses hommes d'avancer. Prenez la capsule. Brûlez le reste. Avant qu'il puisse descendre, Holmes fouilla dans son manteau et en sortit le revolver, que je lui avais passé tranquillement plus tôt. Il le pointa directement sur la capsule. « Vous descendez d'un pas, dit-il froidement, et je le brise. Tout ce qui se trouve à l'intérieur, vous le perdez pour toujours. » Les intrus se sont arrêtés, les yeux de Holmes n'ont jamais vacillé. « Je suggère que nous parlions. » Le silence s'étira. Puis, lentement, le leader recula. « Très bien, mais remarquez-moi, Holmes, ce que vous détenez n'est pas un trésor, c'est une malédiction. » Ils disparurent dans l'ombre aussi vite qu'ils étaient revenus. Holmes se tourna vers Rutledge. « Nous retournons à Londres.
Cette capsule doit être ouverte là où nous pouvons contrôler le résultat, et la vérité, quelle qu'elle soit, doit être affrontée en plein jour. Rutledge avait l'air pâle mais résolu, et moi, regardant Holmes bercer cette pierre silencieuse dans ses mains, je ne pouvais m'empêcher de sentir que nous avions atteint le bord de quelque chose d'ancien et de vaste, quelque chose dont l'heure était à nouveau venue. Le retour à Londres s'est déroulé dans le calme. Holmes, avec la capsule de pierre étroitement emmaillotée dans une toile cirée et sécurisée dans une sacoche verrouillée, était assis en face de moi dans notre compartiment, le regard lointain, les doigts retroussés, l'esprit clairement plongé dans un calcul privé de danger et de déduction. Rutledge, bien que visiblement ébranlé par la confrontation à Greystone Abbey, semblait plus concentré que je ne l'avais jamais vu. Fini le savant tremblant d'il y a un jour. À sa place se trouvait un homme résolu, peut-être résigné, à dévoiler définitivement des secrets trop longtemps gardés enfouis. J'essayais de lire, mais le fracas rythmé du train sur les rails ne fit que renforcer mon malaise. J'avais vu Holmes affronter des criminels, des sectes, des contrebandiers et des meurtriers, avec un calme inébranlable. Mais je ne l'avais jamais vu auparavant traiter un artefact et non une personne, comme la menace centrale dans une affaire. Qu'il ait fait cela maintenant m'a glacé comme aucun pistolet ni aucun poignard ne l'ont jamais fait. Nous arrivâmes à Baker Street juste après le crépuscule. Madame Hudson, bien que curieuse de notre réapparition précipitée, a eu le bon sens de ne pas poser de questions et a préparé un dîner léger qui n'a pratiquement pas été touché. Holmes avait déjà débarrassé sa table de travail et disposé ses instruments, des scalpels, des pinceaux, une loupe, des gants et même une balance de bijoutier. Il plaça la capsule au centre de la table, comme un chirurgien se préparant à une opération. « Nous l'ouvrons ici, dit-il sans lever les yeux, sous notre lumière, par notre main. Si le message est un piège, il ne nous surprendra pas aveugles. » Rutledge s'approcha lentement de la table. « Il a été scellé pour une raison, peut-être il y a des siècles. »« En effet, » murmura Holmes, « mais aucun sceau n'est éternel, et les secrets résistent au silence comme une flamme résiste à la mèche. » Avec une précision chirurgicale, il commença à retirer la cire qui entourait le capuchon de la capsule, chaque éclat tombant comme de minuscules os sur la table. Une fois le seau entièrement exposé, il inséra une fine lame et le tourna doucement. Un léger sifflement s'échappa. L'espace d'un battement de cœur, nous restâmes tous les trois immobiles. Holmes ouvrit la capsule. À l'intérieur se trouvait un parchemin, pas plus gros que la paume d'un homme lorsqu'il était fermement enroulé. Il était relié par un fin fermoir en argent en forme de serpent dévorant sa queue, un ouroboros, ancien symbole de l'éternité, des fins et des commencements. Holmes examina le fermoir puis le décrocha avec précaution. Le rouleau se déroulait avec un doux crépitement de vieux vélin. Le texte était écrit avec le même chiffre en boucle et à racines multiples qu'auparavant. Mais cette fois, au bas de la page, il y avait une ligne en latin clair. La vérité n'est pas conservée. On l'a trouvée. La vérité n'est pas conservée. On le trouve. Holmes se rassit. Ce n'est pas une carte, ce n'est pas un avertissement, c'est une confession. Il fit signe à Rutledge qui se pencha, les yeux plissés, alors qu'il commençait à lire et à traduire à haute voix. Il est écrit du point de vue d'une seule voix, l'un des derniers gardiens d'un temple de l'Étrurie pré-romaine. L'écrivain parle d'un site rituel, caché aux conquérants et au sacerdoce local, un lieu de silence miroir, où les vérités pas encore mûres pour le monde étaient cachées jusqu'à ce qu'elles puissent être comprises sans crainte. Rutledge fit une pause, les yeux scrutant rapidement l'avenir. Il parle d'une relique, cette figurine utilisée non pas comme une idole, mais comme un moyen mnémonique, un référentiel d'histoires orales codées non pas dans la parole, mais dans arrangement. Géométrie. Les rituels n'étaient pas seulement symboliques, ils étaient linguistiques. Les actions ont des significations codées. Toucher, placement, répétition. La figurine est une amorce, une clé chiffrée pour l'interprétation.
Quel rituel! Ingénieux, marmonna Holmes. Une tradition orale qui a échappé à la capture par l'écrit, continua Rutledge d'une voix de plus en plus faible. Il se termine par un plaidoyer, que le message ne soit ouvert que lorsque l'humanité ne cherche plus à posséder la connaissance, mais à la comprendre. Ouvrir le silence, c'est risquer d'entendre ce qui était autrefois trop fort pour que l'esprit puisse le supporter. Il nous a regardés. Il ne s'agissait pas d'un tombeau ou d'un trésor. C'était une transmission philosophique, une vision du monde préservée d'une culture disparue. Cette figurine, les rouleaux, la chambre sous la lande, aucun d'entre eux n'était conçu pour contenir du pouvoir. Ils étaient conçus pour garder la compréhension. Holmes se leva et arpenta la pièce dans un silence mesuré. Dehors, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, tapotant doucement la vitre comme des doigts. Curieux. Puis les menaces, les avertissements, dis-je lentement. Ce n'étaient pas des superstitions, c'étaient des protections, contre les malentendus, contre les abus. Précisément, a déclaré Holmes. Quelqu'un craignait que la connaissance soit déformée, peut-être transformée en dogme ou en spectacle. Ils ont créé des barrières, intellectuelles, symboliques, voire physiques, pour que seul un esprit prêt à voir le sens et non le profit puisse y accéder. Rutledge passa une main dans ses cheveux grisonnants. Mais quelqu'un d'autre voulait que cela soit révélé maintenant. Ils ont déclenché cette chaîne d'événements. Pourquoi? Qui a envoyé le faux? Qui a créé le chiffre que nous avons suivi? Holmes se tourna vers la fenêtre, les mains derrière le dos. « C'est la dernière question, » dit-il doucement, « et je pense que nous aurons peut-être bientôt notre réponse. » Il frappa la vitre. « Regarde dans la rue, Watson. » Je me suis mis à ses côtés. Une silhouette se tenait à moitié cachée sous l'auvent du bureau de tabac en face de Baker Street, masqué, immobile. « Regardez. »« Je l'ai déjà vu, » murmura Holmes, dans les ruines, et encore devant le bureau des archives, notre guide fantôme. Rutledge se tourna brusquement. « Il nous a suivis ?» Il dirigeait « nous », corrigea Holmes, à chaque étape, laissant des morceaux, des indices, des avertissements. Mais maintenant, à la fin, il regarde non pas pour diriger, mais pour juger. Holmes se dirigea vers la porte. Je pense qu'il est temps que nous l'invitions. Avant que je puisse protester, il descendait déjà les escaliers. Je l'ai suivi, le revolver dans la poche, le cœur battant. Holmes traversa la rue calmement, leva la main et la silhouette ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, il se dirigea vers la lueur de la lampe à gaz. Il était jeune, pas plus de 30 ans, aux traits pointus, avec des cheveux blonds cendrés et une légère cicatrice sur le menton. Ses yeux, cependant, étaient anciens, attentifs et solennels. « Vous l'avez lu ?» demanda-t-il à Holmes d'une voix basse et claire. « Oui, » a déclaré Holmes, « nous avons. »« Alors vous devez décider, » dit l'étranger. « Libérez-le ou enterrez-le à nouveau. »« Quel est votre rôle dans tout cela ?» demanda Holmes. « Vous n'êtes pas un simple observateur. » L'homme le regardait fixement. « Je m'appelle Anton Fenton, petit-fils d'Auguste. J'ai été élevé avec les enseignements que mon grand-père a conservés en secret. Je l'ai vu disparaître sous le poids de vérités trop lourdes pour la plupart des esprits, et j'ai juré qu'un jour, le monde aurait le choix. » Il s'avança, les mains ouvertes. « Mais ce doit être un choix librement fait. Si vous publiez le parchemin, il sera disséqué, commercialisé, transformé en spectacle. Si vous le cachez, il restera en sécurité et oublié. » Rutledge nous a rejoints dehors. « Et qu'est-ce qui doit faire ?» Anton le regarda. « Je le partagerai avec ces quelques personnes qui recherchent la connaissance pour le bien en soi. Tranquillement, en privé, par l'intermédiaire d'universitaires. Pas à travers les journaux et les gros titres. » Holmes hocha lentement la tête. Nous arrivons ainsi au cœur du problème. Nous restâmes silencieux, la bruine se transformant en véritable pluie. Finalement, Holmes s'est tourné vers moi. « Watson, qu'est-ce que tu fais, toi, pense ?» J'ai avalé. « Je pense
que nous n'avons jamais été censés résoudre un crime, nous étions censés prendre une décision. Holmes sourit faiblement. Précisément. La pluie tombait régulièrement maintenant, trempant le col de mon manteau, alors que nous nous tenions devant le 221B Baker Street sous le scintillement jauni de la lampe à gaz. L'air sentait la pierre mouillée et la fumée de charbon. Pourtant, à ce moment chargé, j'étais à peine conscient de la météo. Tout ce qui existait était la gravité du choix qui s'offrait désormais à nous, le parchemin, la vérité qu'il contenait et le poids obscur de son potentiel. Anton Fenton se tenait calmement sous la pluie battante, les mains croisées, devant lui, comme s'il avait résisté à des tempêtes bien plus violentes que celle-ci. Gerald Rutledge, pâle et visiblement secoué, s'appuya légèrement contre le lampadaire, comme fatigué non seulement par le voyage, mais aussi par les longues années de culpabilité et de secret qui s'étaient finalement installés. Et Holmes était illisible. Je l'avais vu dans sa forme la plus triomphante, la plus indignée, et même, en de rares occasions, la plus humiliée. Mais maintenant, il avait l'expression d'un homme confronté, non pas à un criminel, mais à une impasse philosophique. Ses yeux gris perçants étaient plissés, non pas par suspicion, mais par un conflit de pensées rares et authentiques. Il a finalement rompu le silence. Vous dites que ce parchemin ne contient aucun sortilège, aucun chantage politique, aucun code permettant de trésorer ou d'espionnage. Rien qui puisse profiter à un voleur ou à un tyran. Anton hocha la tête. Rien qu'une idée, mais une idée forgée par une culture qui connaissait le pouvoir de telles choses mieux que quiconque. Et pourtant, poursuivit Holmes, des hommes ont tué pour cela. Fenton a disparu pour cela. Vous nous avez suivis et testés à chaque instant. Qu'est-ce qui vous rend si certain que nous en êtes-vous digne? Je n'en suis pas sûr, dit simplement Anton. Mais vous êtes le premier depuis des décennies à suivre le chemin non pas pour le gain, mais pour la compréhension. Cela seul vous rend plus apte que la plupart. J'ai enfin pris la parole. Mais que se passe-t-il si nous le partageons? Même, avec prudence, et qu'il tombe quand même entre de mauvaises mains. Le savoir, une fois libéré, ne peut plus être retiré. Anton s'est tourné vers moi, et pourtant, qu'est-ce qu'une connaissance qui reste enfermée dans un tombeau? À quoi sert une sagesse jamais parlée? Rutledge se redressa lentement. Je me suis caché parce que j'avais peur de ce que cela pourrait devenir. Ce que je pourrais devenir. Je pensais que cela me consumerait, ou serait consommé par ceux qui ne le comprendraient pas. Mais peut-être j'avais tort de le cacher complètement. Holmes les regarda tour à tour puis revint vers notre porte. « À l'intérieur, dit-il finalement. Vous tous. Il y a encore une chose à faire avant qu'une décision ne soit prise. Nous sommes retournés à l'appartement, où le parchemin reposait sur la table de Holmes comme une question à laquelle on ne pourrait jamais répondre complètement. Le feu crépitait dans la cheminée, projetant de longues ombres incertaines sur les murs. La pluie frappait régulièrement aux fenêtres, un métronome pour nos pensées. Holmes s'assit, croisa les doigts et fixa son regard sur le parchemin. « Je suis un homme logique, dit-il doucement, mais même moi, je reconnais que la logique seule ne peut pas évaluer le coût des idées. Ce rouleau ne contient pas des faits, mais cadre des visions du monde intangibles, peut-être indémontrables, et pourtant potentiellement transformatrices. » Il regarda Anton. « Vous dites qu'il devrait être confié à des chercheurs sélectionnés, qu'il doit être conservé et non diffusé au monde. Mais qui sont les conservateurs? Et qui sélectionne eux? » « Personne, » répondit Anton. « Seulement ceux qui sont prêts à poser les questions qu'ils posent sans se précipiter pour trouver des réponses. Ceux qui sont prêts à laisser le problème rester sans solution, comme cela a été le cas pendant des générations. Un mystère, dis-je doucement, qui ne devait pas être résolu mais vécu. Holmes tapota du doigt la table. Et pourtant cela a été résolu, par nous, seulement en partie, a déclaré Rutledge. Le message n'est pas dans le parchemin, il est dans le voyage. La figurine creuse, le chiffre, les caveaux enterrés, ce ne sont pas des instructions.
Ce sont des instructions, filtres, conçus pour trouver des esprits prêts à voir. Il y eut un silence. Puis Holmes se leva et se dirigea vers la cheminée. J'ai pris ma décision. Il se tourna et croisa nos yeux. Nous scellons à nouveau le parchemin. Nous laissons la capsule et la figurine noire aux soins d'une institution universitaire de confiance, avec pour instruction de ne pas l'ouvrir, mais de la conserver pour l'étude. Qu'elle soit à nouveau découverte par ceux qui cherchent, pas par ceux qui chassent. Et les faux, j'ai demandé. Détruits, a déclaré Holmes. Ils ne servent plus à rien. Rutledge expira lentement, comme pour libérer des années de peur. Anton s'avança. « Tu es sûr ?»« Non, » a répondu Holmes. « Mais je crois que c'est le meilleur équilibre entre préservation et protection. Ce n'est pas notre tâche de décider quand le monde sera prêt, seulement de garantir que lorsqu'il sera est, le parchemin reste. Cette nuit-là, nous avons fait ce que Holmes avait décrété. Le parchemin a été refermé et remis dans sa capsule. La figurine noire a également été placée dans un étui renforcé avec une déclaration détaillée de Holmes, scellée et signée mais non publiée. L'ensemble du colis a été livré par courrier spécial à la Royal Society of Antiquaries, sous le couvert d'un reliquaire étrusque récupéré avec pour instruction de le garder hors de la vue du public, jusqu'à ce qu'un consensus scientifique puisse être atteint. Et la figurine forgée. Nous l'avons descendue à la rivière à l'aube. Le brouillard était épais sur la Tamise, alors que Holmes et moi nous trouvions sur la digue nord. Il tint le faux un moment de plus, regardant son creux vide et dénué de sens. « C'est étrange, dit-il, comme ce petit objet avait un tel poids. Un vaisseau d'illusion, pourtant capable de nous guider à travers une vérité plus profonde que toutes celles que j'ai rencontrées. » Il se retourna et le jeta à l'eau. Nous avons regardé l'ondulation disparaître dans le gris. De retour à Baker Street, Holmes était assis sur sa chaise, la pipe éteinte et les yeux flous. « Vous savez, Watson, dit-il enfin, il y a des cas où le criminel n'est jamais arrêté, des cas où le mystère n'est jamais résolu. Mais ceci, c'est le cas rare où la réponse ne réside pas dans la dénonciation, mais dans la retenue. Et est-ce que cela vous convient ?» J'ai demandé, il sourit faiblement. « Cela ne reste pas malade, cela suffit. » Rutledge partit le matin même à destination de l'Italie, où il poursuivrait ses premières études, cette fois à l'air libre. Anton partit pour Paris, ne laissant qu'un bref mot de gratitude et une seule ligne à la fin. Certaines vérités naissent, mais ne sont pas révélées. Et Holmes? Cet après-midi-là, il se tourna vers ses expériences chimiques, apparemment indifférentes aux profondeurs philosophiques que nous venions de quitter. Mais j'ai remarqué pendant plusieurs jours qu'il ne touchait pas à son violon. Et à plusieurs reprises, je l'ai trouvé assis près du feu silencieux, le manteau vide où se trouvait autrefois la figurine étant désormais nu. Certaines affaires se terminent par des arrestations, des procès et des bruits de porte de prison. Celui-ci s'est terminé par un choix, un murmure et un silence non rompu mais compris. C'est plusieurs semaines après la résolution de l'affaire de la figurine creuse que je retrouvai Holmes dans un rare état d'inertie. Pas l'ennui langoureux qui le tourmentait souvent en l'absence de cas, ni la stupeur artificielle qu'il produisait occasionnellement avec une assistance chimique. Non, c'était quelque chose de plus calme, de plus profond. Un calme sans complaisance. Au lendemain d'une décision dont le poids persistait encore dans la pièce, comme l'odeur d'un vieux parchemin, notre salon du 221B Baker Street avait retrouvé son désordre habituel. Des coupures de journaux éparpillées sur le tapis, un violon à moitié disséqué sur l'établi, une pile de correspondances d'admirateurs, de détracteurs et de gouvernements étrangers laissées non lues près de la fenêtre. Et pourtant, une absence était flagrante. La cheminée, qui abritait autrefois d'innombrables bizarreries, restes de preuves, pots de tabac, objets excentriques, était nue. Il en était ainsi depuis que Holmes avait jeté la figurine forgée dans la Tamise. Je n'avais pas demandé pourquoi il ne l'avait pas remplacée. D'une manière ou d'une autre, l'absence en disait plus que n'importe quel bibelot. « Watson,
dit un matin Holmes d'une voix pensive, vous êtes-vous déjà demandé si les plus grands dangers ne sont pas ceux qui se cachent dans l'obscurité, mais ceux qui se présentent dans la lumière? J'ai levé les yeux du foie. Vous faites référence au parchemin? Pas seulement, répondit-il en faisant lentement les 100 pas devant le feu. Le parchemin, la capsule, les rituels, c'étaient des récipients, oui, mais ils étaient aussi des miroirs. Ils reflétaient non seulement les connaissances anciennes, mais aussi notre intention actuelle. Comment nous approcher, ils sont devenus partie intégrante du message. Il s'arrêta à la fenêtre, regardant passer un fiacre. Le pouvoir non tempéré par la sagesse est comme un silex entre les mains d'un enfant. Mais la sagesse, la vraie sagesse, cherche rarement à être trouvée. Elle attend tranquillement ceux qui la méritent. J'ai réfléchi à cela en silence. À bien des égards, notre récent voyage s'était éloigné de notre chemin habituel. Il n'y avait eu aucun meurtrier à attraper, aucun vol à résoudre, aucun puzzle au bord bien net. Au lieu de cela, nous avions été entraînés dans une philosophie vieille de plusieurs siècles qui utilisait la déduction non pas comme un outil de condamnation, mais comme un test de caractère. Regrettez-vous votre décision? Lady So, demandez. Pour sceller la capsule, pour laisser la vérité cachée. Holmes se tourna vers moi et, pendant un instant, il y eut une lueur rare dans son regard, de l'incertitude, peut-être même de l'humilité. « Je ne regrette pas protéger, » a-t-il déclaré. « Mais je me demande si le monde est mieux préparé que ce que nous lui avons attribué. Ou moins, c'est la variable inconnaissable dans tout calcul. Avant que je puisse répondre, on frappa à la porte. Holmes jeta un coup d'œil à l'horloge. 10. Heures et demie, remarquablement ponctuelles. Ce sera Miss Evelyn Shaw. J'ai cligné des yeux. Mademoiselle Shaw, de Dunwich Hall? En effet, je lui ai écrit après notre retour. Le parchemin, bien que scellé, reste un sujet digne d'une analyse linguistique. Je lui ai confié une transcription du chiffre, débarrassée de ses interprétations les plus dangereuses. Elle a passé les 2 dernières semaines à décoder les symboles restants. Quelques instants plus tard, Miss Shaw a été présentée par Madame Hudson. Elle nous accueillit avec sa formalité habituelle, même si ses yeux trahissaient l'intensité de ses pensées. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, » dit-elle après s'être assise. « Mais je crois avoir trouvé quelque chose de curieux. » Elle sortit un petit cahier de son sac et le posa sur la table. J'ai croisé la syntaxe du rouleau principal avec 3 autres textes de dévotion étrusque connus, seulement des fragments, bien sûr. Mais il y avait une structure répétée qui m'a intrigué. Elle apparaît vers la fin de votre transcription, dans ce que vous avez décrit comme le plaidoyer. Holmes se pencha en avant. On y lit, en gros, quand la porte est vue à travers 3 yeux et que le sot parle 3 fois, le silence se transforme en voix. Elle leva les yeux. C'est clairement métaphorique. Mais la mention de 3 yeux et d'un sot parlant, cela m'a rappelé le fermoir serpent sur le parchemin, Ouroboros, perception cyclique. Holmes absorba cela en silence. Suggérez-vous, ai-je demandé, que le parchemin lui-même n'était pas la fin, qu'il y a plus? Je crois, dit doucement Miss Shaw, que le parchemin était l'un des 3. La pièce devint complètement immobile. Holmes se leva lentement. Bien sûr, 3 chambres, 3 personnages, 3 scripts, et nous n'en avons trouvé que 2, le faux et l'original. Il s'est tourné vers moi. La figurine creuse n'était pas un artefact isolé, c'était une clé parmi plusieurs, ce qui signifie que les autres sont toujours là. Mais où? J'ai demandé. Cela, dit Holmes avec une détermination tranquille. C'est la question pour un autre jour. Il se tourna vers Miss Shaw. Voulez-vous nous rejoindre dans la recherche? Elle n'hésita qu'un instant. Si l'intention est toujours de comprendre, ne pas posséder, alors oui. Holmes inclina la tête. Alors je crois que nous ne sommes plus 2 mais 3. Un doux carillon résonna dans la rue en contrebas. Midi, dehors, le brouillard commençait à se dissiper, et avec lui, la lourdeur des semaines passées.
J'ai regardé Holmes rassembler la transcription du parchemin, les notes de Miss Shaw et plusieurs livres sur l'iconographie des cultes pré-romains dans une nouvelle pile sur le bureau. Il n'y avait pas de dossier cette fois-ci, pas de « chasse à l'homme », pas de gros titres. Seulement le lent déploiement d'un mystère trop vieux pour être nommé et trop vaste pour être résolu. Alors que j'ouvrais mon journal pour commencer à consigner ces dernières observations, je me suis retrouvé frappé par un sentiment particulier, non pas de clôture mais de curiosité. Un mystère non résolu, non pas à cause d'un échec mais à dessein. Plus tard dans l'après-midi, Holmes m'a rejoint devant le foyer, nous sirotant tous les deux notre thé dans le silence convivial que nous avons gagné seulement au cours d'années de dangers et de triomphes partagés. Il a parlé sans préambule. « Watson, tu te souviens de ce que Rutledge a dit? Que la figurine n'a jamais été censée être une pierre tombale, mais une porte ?» J'ai hoché la tête. Holmes sourit. Faiblement. « Eh bien, dit-il, les yeux brillants d'impatience, voyons ce qui se passe de l'autre côté. »